Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'Autre Football, le podcast du site Lucarne Opposée, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Avant d'entamer les hostilités, comme d'habitude, je vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, que l'Autre Football est désormais disponible sur iTunes, sur YouTube, sur Mixcloud et sur TuneIn. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus, on vous invite à suivre nos comptes sur Twitter, nos comptes personnels, mais bien entendu aussi le compte Lucarne Opposée, sur lesquels nous écrivons tous nos articles, tous nos contenus et où sont postés les podcasts. On vous invite à nous suivre donc sur les réseaux sociaux, pour bien entendu nous interpeller, pour interagir avec nous et éventuellement faire part de vos suggestions ou de vos questions. On sera toujours ravi de vous y répondre. L'autre football numéro 15, spécial Libertadores, le troisième à ce sujet, si je ne m'abuse, et probablement l'avant-dernier, puisque l'on va débriefer ensemble les demi-finales qui ont eu lieu fin octobre. Et on va vous préparer comme il faut pour la grande finale qui aura lieu les 22 et 29 novembre prochains, donc c'est bientôt. La finale aller aura donc lieu la semaine prochaine, ma foi. Alors, le quorum de l'équipe Sudam de Lucarne Opposée n'est pas atteint pour ce podcast, mais c'est tout de même deux sacrés spécialistes qui vont nous accompagner. Vous connaissez à bien les connaître depuis le temps. Si je vous dis par exemple Café, Shakira, Pibé à moustache ou encore Don Pacho Maturana, vous me dites, eh bien, Pierre Gerbeau, pues, comment ça va à Bogota, Pedro? Ça va, Simon. Et toi? Bien le Brésil? Ça va très bien, il fait une chaleur à crever. C'est voilà. Je veux pas larguer ceux qui habitent en France. Je sais que l'hiver est arrivé dans bien des régions, mais c'est vrai qu'ici, ne pas avoir plus qu'un short et être plus couvert qu'un short, c'est assez compliqué. Enfin, et bien entendu, quand on parle de Libertadores sur Lucarne Opposée, on entend rapidement arriver les pas de les Joses, de la voix française de la Libertadores, puisque c'est lui qui la commente et qui commentera la finale d'ailleurs. On parle bien sûr de Nicolas Cougo, le rédacteur en chef de Lucarne Opposée. Comment ça va, Nico? Eh ben ça va, bonsoir à tous, bonjour à tous ou bonsoir à tous, comme tu le dis en intro, et voilà, oui, il fait froid chez nous, voilà. Écoute, c'est le Lucarne Opposée est le site de football sur lequel le soleil ne se couche jamais et où il fait toujours deux températures à la fois, on peut le dire comme ça, donc il fait à la fois froid et chaud. C'est un peu ça, ouais. Chaud et froid. Alors, pour vous rappeler un petit peu les résultats, puisqu'on va débriefer ensemble, comme on vous l'a expliqué, les demi-finales de la Copa Libertadores, je vais vous rappeler donc les résultats. La première, on l'avait dit lors du dernier podcast à ce sujet, sur cette compétition, la première opposait deux équipes argentines, Lanús et le très grand, on ne vous le présente plus, River Plate. River Plate, et ça, c'est un truc que je n'ai jamais su comment les Argentins vraiment le prononçaient, si c'était Plate ou Plate. Je crois que j'ai toujours entendu Plate. Il me semble bien. Ouais, c'est étonnant, il le prononce à l'anglaise presque. Ouais, ils l'ont anglicisé. En fait, non, c'est le nom anglais, en fait. C'est le mot anglais, c'est comme ça que. Oui, c'est comme ça qu'on disait. Il est dans l'ancien anglais, dans l'anglais d'autrefois. Ça vient de l'espagnol plata aussi, qui est l'argent. C'est ça qui est étonnant. Mais Plate voulait dire argent au XVIe siècle en anglais. Oh là là là. On va loin. Culture, mais c'est très bon, Lucarne Opposée est aussi une affaire d'histoire avec un grand H, pour ne pas spoiler l'entrée d'un gros projet qui va bientôt sortir de Lucarne Opposée. Donc cette première demi-finale qui opposait deux équipes argentines a vu un scénario fou s'accomplir, puisqu'à l'aller, River a gagné 1-0 chez lui et qu'au retour, Lanús s'est imposé 4-2 après avoir été mené 2-0 par River. On a donc pensé que c'était fait, et non, Lanús a réussi à renverser. Alors avant de revenir sur cette première demi-finale, la seconde, je vais vous la livrer très rapidement, puisqu'au final, il n'y a pas eu grand suspense sur ce coup. À domicile, le Barcelona de Guayaquil, les Équatoriens, donc, étaient opposés aux Brésiliens de Grêmio et ont été défaits lors du match aller 0-3. Donc la messe était plus ou moins dite, même si au retour, Barcelona s'est imposé 1-0 à Porto Alegre. Bon, on va revenir sur ce match parce qu'il y a des choses à dire, mais c'est vrai que le suspense a été un peu tué d'entrée. Messieurs, on va crever l'abcès d'entrée de jeu,
puisque je sais que c'est un match qui a livré beaucoup de passion et que je sais que vous avez envie de dire beaucoup de choses, notamment sur River. On va commencer par le duel argentin. Donc, moi j'ai envie de poser une question. Est-ce Lanús qui gagne le match ou River qui le perd? C'est une bonne question. Un peu des deux. Même si on n'a pas senti que River était en train d'exploser, dans le sens... il est assez étrange le match, parce que il n'y a jamais eu un orage ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu une domination de Lanús. On pensait vraiment que c'était plié à 2-0 pour River. On pensait même que le but qui change tout, c'est celui du 2-1 juste avant la mi-temps. On s'en rend pas trop compte à ce moment-là, donc dire à quel point on pensait que c'était réglé. Et on a un peu la sensation que Lanús, derrière, sans jamais donner l'impression de vraiment accélérer, sans jamais qu'on ait l'impression que River c'était très étrange. On n'a pas eu la sensation que l'un a vraiment pris le dessus sur l'autre. On a presque l'impression que les buts sont arrivés, je vais pas dire par hasard, parce qu'ils arrivent pas vraiment pas par hasard. On a un peu la sensation qu'ils arrivent voilà, comme ça, que River aurait pu en mettre aussi avant. River doit tuer le match avant, mais très étrange, j'ai trouvé comme scénario. Quand tu dis River doit tuer le match avant, tu parles au moment du 2-0 ou au match aller? Parce qu'il me semble qu'au match aller, River, donc chez lui, gagne 1-0, mais en rate quelques-unes. River en rate quelques-unes au match aller. Il y a peut-être un tournant du match qui est la non-expulsion de Braguieri à 2-0 au retour, quand Skoko élimine le gardien et se fait faucher. Normalement, voilà. Il va aller vers le but vide. Normalement, il devrait y avoir expulsion à ce moment-là. Il me semble qu'il y a une autre situation pour River toujours à 2-0. Et donc à la mi-temps du retour, River doit avoir plié le match. Mais c'est pareil, sans jamais avoir donné l'impression de totalement maîtriser son sujet non plus. Il n'y a aucune des deux équipes qui a vraiment maîtrisé son sujet sur le match retour. Creuser l'écart, mais bon. Ouais, moi, tu vois, Simon, là où je suis pas d'accord avec Nico, c'est que le but qui change tout, pour moi, c'est pas le but du 2-1. C'est le but du 2-2 que River se prend au retour des vestiaires. C'est incroyable. Et donc là où je suis pas d'accord, c'est pas un peu des deux, c'est que River perd le match. Tu peux pas à ce niveau-là te prendre un but juste avant la mi-temps et juste après. C'est pas possible. Le but juste avant la mi-temps, ça doit être une alerte quoi pour River. Même s'il y a 2-1 et il n'y a pas de afan, comme on dit ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Et tu peux pas te prendre un but moins d'une minute après le retour des vestiaires quand tu as cette alerte-là qui arrive juste avant la mi-temps. C'est incroyable. Je sais pas ce que Gallardo a dit aux joueurs dans les vestiaires, mais il a dû les endormir ou je sais pas, c'est pas possible à ce niveau-là de la compétition. Non, toi je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point. Il change tout pour Lanús. Ah ouais, il change pas franchement pour River. Il change tout pour Lanús. Parce que même après l'égalisation, tu vois pas River s'affoler. Dans le sens, tu as vraiment la sensation qu'ils... Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui leur coûte cher au final. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils sentent le danger arriver. À aucun moment, ils se disent attention les mecs, on est en train de faire n'importe quoi. Tu les sens jamais. La faute aux joueurs, tout simplement. La faute aux joueurs. Il y a un moment où dans les têtes, attention, il manque quelqu'un sur le terrain qui à ce moment-là dit les mecs, vous êtes en train de faire de la merde. Et tu as un petit peu l'équivalent inverse du côté, justement, si on regarde un peu Lanús, si on prend le côté psychologique au niveau des joueurs, le vrai contre-exemple, c'est Sant, côté Lanús. C'est lui qui, déjà, quand il égalise, lui, il remobilise un peu ses troupes dans les arrêts de jeu déjà de la première mi-temps. Et donc sur son but du 2-1 et sur son égalisation, en gros, c'est lui qui va dire à ses gars attention les gars, maintenant on peut les croquer. Et il n'y a pas eu cet équivalent-là côté River. On aurait attendu que des cadres, justement, il y a des mecs qui ont été recrutés pour être des cadres. Je pense à Lux dans les buts qui a fait quasiment aucun arrêt du match. Pinola ou Maidana qui ont de l'expérience derrière, qui n'ont rien montré sur leur expérience. Ponzio, on l'a pas trop vu au fil du match. Tu vois ce que je veux dire? Il a manqué sur le terrain un mec qui dit attention les gars, on est en train de partir en cacahuète. C'est quand même étonnant que justement les joueurs dont tu as parlé, Lux, Maidana et puis Ponzio surtout, qui est quand même un sacré guerrier au milieu de terrain. C'est généralement justement le type de joueur à River qui soulève ses troupes, quoi, qui est le premier à gueuler quand il faut. C'est quand même étonnant que ça ait lâché mentalement, comme tu le dis. Est-ce que, après tout, Pierre a pas tort. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème pas un problème dans le vestiaire, mais je veux dire, est-ce que
Est-ce que, en effet, peut-être que Gallardo n'a pas su les transcender à la mi-temps ou les mettre en garde comme il fallait? Ça, c'est fort possible. De toute façon, tout le monde est fautif dans ces cas-là, hein. Je dis pas que Gallardo n'a rien, tu vois ce que je veux dire, n'a pas sa part de responsabilité, évidemment. Je pense qu'ils se sont tous fait endormir dans l'histoire. Et je pense que c'est lié à ce scénario bizarre du match. C'est-à-dire que même quand ils prennent leurs 3 buts en deuxième mi-temps, t'as jamais la sensation qu'ils sont vraiment débordés. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent pas une tornade. Ils prennent pas une tornade. J'ai vu Lanús mettre faire passer des orages à ses adversaires comme rarement. Là, tu as l'impression que tout se fait, au final, je vais dire, tout se fait naturellement, tranquille, que ça s'est fait tranquillement, ces 3 buts. C'est quand même énorme, ils mettent 3 buts en 45 minutes. Quand tu as un entraîneur comme, alors moi je vais le prononcer à l'espagnol normal sans prendre l'accent argentin, et quand tu as des joueurs comme Ponzio, comme Enzo Pérez, il est sorti à l'heure de jeu. Mais quand tu as des joueurs comme ça, tu vois, t'es pas des mecs qui mettent des holas, qui mettent des alertes. Je trouve ça incroyable, quoi. On est d'accord. On est complètement d'accord. Il y a personne n'a joué son rôle de cadre sur cette deuxième mi-temps, et notamment, et c'est vraiment le truc, certains qui ont été recrutés spécialement pour ça aussi. Moi, franchement, ma cible numéro 1 entre guillemets, hein, sur le coup, c'est vraiment German Lux, et je pense que c'est une erreur. Alors, est-ce qu'elle est uniquement de Gallardo? Est-ce qu'il a eu les mains libres dans l'histoire? Est-ce qu'il a eu son mot à dire quand ils ont sorti Batalla pour mettre Lux à la place dans les buts? Je rappelle que Batalla, il a 21 ans et il avait fait quelques boulettes, mais c'est un gardien de 21 ans. Il y a eu le président, enfin la cellule, je vais pas dire la cellule de recrutement, mais je pense que c'est vraiment un achat du président Donofrio qui a un peu cédé à la panique et à la poussée populaire d'aller chercher un autre gardien. Lux n'a pas joué son rôle. Lux n'a pas joué son rôle dans les buts. Pardon, désolé de te couper, Nico, mais tu vois, pour parler de gardien, à River, je comprends pas pourquoi, et même de manière générale en Argentine, tu vas pas faire sortir un gardien comme Franco Armani de l'Atlético Nacional, qui est argentin. Parce qu'il a refusé de venir l'année dernière. Et là, il y avait pas moyen de le faire venir cet été, enfin cet été en France. Non, il était contacté par Boca. Et il a pas voulu. River l'a voulu l'année dernière. C'est lui qui a pas voulu venir. Et parce qu'il veut venir avant que Boca, ou parce qu'il voulait rester au national? Cette année, je pense que cette année, il y avait moyen de le faire sortir. Hein. Bah écoute, Boca n'y est pas arrivé. Hein. Et pourtant, Boca était attractif. Hein. Ouais, ils n'ont pas mis suffisamment parce que je crois que l'Atlético Nacional a refusé à 4 millions de dollars. Et franchement, je pense qu'à 5, allez, à 6, il sortait. Mais je pense qu'il y a une réalité économique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lâcher 5-6 millions pour un joueur. Ouais, Là, on va toucher un autre point. C'est-à-dire où est passé l'argent des transferts que River a fait. Messieurs, on s'égare, même si c'est très intéressant. Quitte à s'égarer, on va s'égarer complètement. C'est-à-dire que, donc, comme on l'a dit, voilà, c'est comme tu l'as très bien expliqué, cette finale entre les deux Argentins s'est déroulée d'une manière assez bizarre et assez exceptionnelle, et il y a eu une faille du côté de River dont a su profiter un Lanús intelligent. On peut l'expliquer comme ça, et ça résumerait peut-être assez bien ton un peu des deux à propos de savoir si c'est Lanús qui l'a gagné ou River qui l'a perdu. Alors justement, cette faille, et je sais que, quitte à s'égarer, égarons-nous, je sais que c'est un grand débat interne dans Lucarno Posé entre toi et entre Nicolas et Pierre, entre toi et toi donc. C'est donc Gallardo qui, on le sait, est un entraîneur qui a une cote énorme en Europe, qui est pressenti, on parle de lui à chaque fois qu'un entraîneur d'un club plus ou moins gros saute. Est-ce que Gallardo est surcoté ou non? Pierre, je te laisse commencer. Et alors, c'est pour rien cacher de notre cuisine interne, c'est effectivement un débat qu'on a eu après le match contre Lanús. Et pour être bien clair, je vais commencer par expliquer mon idée. C'est que déjà, je ne considère pas Gallardo comme une pompe à vélo, c'est pas un mauvais entraîneur, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ce que j'ai expliqué, pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est
pourquoi il a une cote aussi élevée en Europe. Faut qu'on soit bien d'accord avec ça, et notamment en France, il a une aura qui est incroyable et pour moi injustifiée. Tu demandes en France aujourd'hui qui tu prendrais comme entraîneur en Amérique du Sud, qui tu prendrais, tous les mecs vont te dire Gallardo, et je pense que c'est notamment dû au fait qu'il ait joué en France et dans 2 clubs importants, Monaco et Paris. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a cette cote-là, parce que c'est un entraîneur. Si je devais comparer son parcours, je le situerais, alors toute proportion gardée évidemment, je le situerais au niveau de Zidane en termes de parcours d'entraîneur. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un club important, voire très important à l'échelle continentale, qu'il a gagné des trophées continentaux très vite. Il a gagné une Sudamericana et une Libertadores en très peu de temps, en 2014-2015. Et en plus, il tape des entraîneurs qui, je pense, sont au-dessus de lui, puisqu'il tape Osorio en finale de Sudamericana, enfin avec l'Atlético Nacional d'Osorio en Sudamericana et le Tigres de Ferretti en finale Libertadores en 2015. Donc voilà, il a eu des succès continentaux très vite et pas des moindres. Et depuis, pour moi, ça s'essouffle clairement. Il gagne quoi? Une Coupe d'Argentine. En plus, si on regarde son parcours, à part Rosario Central en finale, c'est pas des foudres de guerre. Alors, il gagne les Recopa Sudamericana, ça c'est bien, et il gagne une Coupe Suruga. Alors, pour vous expliquer, c'est le vainqueur de la Copa Sudamericana qui va jouer en Asie contre des équipes japonaises, et je crois, et donc voilà, c'est une coupe là. Donc voilà, et depuis, pour moi, ça s'essouffle, et notamment en championnat. En championnat, River, avec Gallardo, ça a jamais été exceptionnel, et ça a notamment jamais été proche du titre. Et Nicolas, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais pour moi, Gallardo avec River en championnat, ça a jamais été exceptionnel. Ça a jamais. Alors ils finissent 2e l'année dernière, mais on s'est jamais dit putain, River, ils vont être champions quoi. Donc moi, c'est pour ça que ça me pose problème. En plus, il a eu Gallardo. On peut parler du Camilton Casco, qui a eu des errements défensifs monstrueux, et qui l'a fait venir. C'est Gallardo. Il le fait venir en 2015. Donc, on parlait du mercato. Alors, je ne sais pas s'il a les mains liées, si c'est Francescoli qui fait que le mercato tout seul ou pas. Mais voilà, Gallardo, il a des. Je dis pas que c'est un mauvais entraîneur. Attention, je le répète pour que ça soit bien clair. C'est pas un mauvais entraîneur, mais pour moi, il a une cote qui ne mérite pas forcément parce qu'il fait des erreurs, et il n'arrive pas non plus à faire jouer son équipe en altitude. Ils ont pris 3-0 en Bolivie contre Jorge Wisterman là cette année. Donc voilà, pour moi, je dirais pas que c'est un mauvais entraîneur, mais il a une cote qui, à mon avis, qui pour toi est un peu surestimée. Avant de laisser Nicolas répondre. Avant de laisser Nicolas répondre, j'aimerais juste placer ça. Je suis tombé dessus il y a hier, je crois, parce que ça parlait de l'ancien coach de mon club de cœur Saint-Étienne, Oscar Garcia, ma foi. Le site s'appelle Club World Ranking. Alors c'est un système de classement un peu international de clubs et également de coachs. Ça vaut ce que ça vaut, je préviens avant, les classements internationaux comme ça, c'est toujours tous les critères sont toujours discutables. Mais ce classement m'a un peu alerté parce que il place, il n'est pas eurocentré, et il place certains coachs d'une manière assez étonnante. Succinctement, les points sont calculés selon les résultats sur les 52 dernières semaines, et les points évidemment sont différents selon la compétition, etc., etc. Et c'est marrant parce que tu parlais de Zidane et de Gallardo, et actuellement le premier de ce classement c'est Zidane et le second c'est Gallardo. Et si vous voulez jeter un œil, le site s'appelle Club World Ranking. Je n'ai aucune part dedans, voilà, c'est juste je fais part de mon intérêt. Et le second, de ce classement sur 52 des résultats sur 52 dernières semaines, c'est Marcelo Gallardo, comme on le prononce à Castillane ou à l'Argentine. Et voilà, c'est assez étonnant. Ce classement est étonnant parce que par exemple, Gallardo est second de ce classement. Renato Gaúcho qui entraîne Grêmio, on en parlera tout à l'heure, est 6e. On a Jair Ventura qui entraîne Botafogo qui est 10e. Il y a la place à pas mal de. Je n'ai pas regardé, il est combien Reinaldo Rueda? Il est 17e.
Ah ben, Il est dans le top 20, tu vois, par exemple. Donc c'est assez étonnant comme classement. Voilà. Ma foi, Nicolas, je te laisse répondre à Pierre qui a fait un très bon exposé de son point de vue. Oui, non, mais il a raison sur autant employer le terme, il a raison sur la hype française pro Gallardo, surtout qu'elle émane souvent, comme on disait, hein, voilà, on parle de notre cuisine interne, mais voilà, comme je disais en interne, cette hype est insupportable parce qu'elle est souvent menée par des gens qui en plus ne regardent jamais jouer River, donc c'est encore plus énervant. On arrive à lire des trucs incroyables, Gallardo héritier de Bielsa, machin, alors que bon, juste rien à voir, mais bon, c'est pas grave, ça c'est une parenthèse. Après, le parallèle avec Zidane est juste dans le meilleur club d'Europe et dans un club qui a un ADN purement fait sur la Ligue des Champions. Alors, il y a énormément de titres espagnols, je dis pas, mais qui a vous allez voir où je veux en venir, qui a une vraie culture de la victoire en Ligue des Champions. River a gagné tous ses titres avec Gallardo essentiellement sur le continent, chose que River ne faisait pas avant. Donc déjà, sa place. Il faut pas oublier que la grande tradition de River Plate, et d'ailleurs ils l'ont vérifié en demi-finale, hein, c'est de se planter comme des merdes au moment où ils sont favoris. Je rappelle donc que voilà, Lanús va rentrer dans cette longue tradition. Hein. Ils mènent 2-0, ils prennent 4-2. Ils perdent la Copa Libertadores 66 de la même manière. Ils mènent 2-0 face à Peñarol lors du troisième match. Ils finissent par perdre 4-2. Ils ont perdu des matchs improbables. Je me souviens d'un match de Sudamericana contre les Péruviens de Cienciano, alors que River était grandissime favori. C'est Cienciano qui gagne. Donc voilà, il y a une tradition de se planter comme des merdes, hein, si je peux prendre si tu me passes l'expression, sur la scène continentale. River, c'est le club le plus titré en Argentine, mais sur la scène continentale, l'ADN continental en Argentine, c'est Independiente et Boca. Pour utiliser voilà. pour utiliser une expression bien mexicaine qui t'est chère, Nicolas, que tu aimes bien, j'ai envie de dire que River a une tradition, a fortement tendance à Cruz Azulear. Exactement, sur le continent. Alors après, voilà, Gallardo, en 3 ans, entre 2014 et 2017, il gagne une finale de Libertadores, il fait une demi-finale d'une autre, il gagne une Sudamericana. C'est pas commun pour River, il faut vraiment rappeler ça, c'est pas commun du tout. Alors, je suis d'accord avec Pierre sur la Copa Argentina. Bon, c'est un peu la roue de secours, c'est-à-dire que c'est un peu le truc, c'est un peu comme quand le PSG gagne la Coupe de la Ligue quand il n'est pas champion de France, tu vois. C'est voilà, enfin le PSG actuel. Hein. C'est voilà, c'est un peu la coupe gentille, la coupe facile à gagner qui va ramener un titre cette saison et sauver un petit peu les apparences. Après, par rapport au recrutement et tout, oui, il s'est planté sur Casco. Je rappellerai juste que Casco est la 3e, 4e, voire 5e roue du carrosse hein, depuis. Il s'en est vraiment aperçu qu'il s'était planté. Il n'a pas eu d'autre choix que d'aligner Casco parce que ses latéraux était soit blessé, soit suspendu. Donc il a fallu composer. On a vu Montiel qui a joué latéral droit. Montiel est arrière central à la base. Donc, mais donc il a fallu composer. Il est obligé de faire avec Casco. On a vu que c'est une catastrophe. On l'a vu face à Lanús. On l'a vu lors du Super Classico. C'est lui qui permet à prendre encore Nandez sur le but de la victoire de Boca. Donc Casco, c'est une erreur. Par contre, il s'est aussi planté parfois sur d'autres recrutements. Enfin, planté dans le sens des recrutements pas marché. Ça arrive, c'est inhérent. Un recrutement, tu sais jamais à l'avance s'il va marcher ou pas marcher. Arturo Mina, c'est exactement lui à qui je pensais. Le fait est qu'il ne l'a plus fait jouer et Arturo Mina ne jouera plus à River. Donc il voit ses erreurs. Il n'est pas totalement stupide. Et le problème on peut pas trop mettre, tu vois, le truc sur le dos du recrutement parce que je vais prendre le contre-exemple parfait. C'est Lucas Alario. Il est le seul à vouloir Lucas Alario quand River achète Alario. Personne ne croit en Alario qui est un bon attaquant, mais voilà, le gentil attaquant de Colonne, tu vois, très bien pour les équipes moyennes argentines. On a entendu ce genre de propos quand Alario est parti au dernier jour du mercato, au tout dernier jour, dans les dernières heures du mercato, c'est-à-dire que derrière il n'y avait aucun moyen de se retourner. T'as tous les fans de River qui pleuraient le départ d'Alario. Et Alario, c'est Gallardo. Il est le seul à le vouloir, même au-dessus de lui, on ne le voulait pas. Tu vois, on peut toujours trouver un exemple dans un sens ou dans l'autre. Donc sur ça, voilà. Après, pourquoi est-ce qu'il a une cote aussi haute en Europe? J'aurais tendance à dire que c'est parce qu'il est peut-être plus européen que sud-américain dans sa façon de manager et qu'il est donc peut-être plus adapté à l'Europe que certains grands coachs sud-américains. Il y en a certains qui sont peut-être supérieurs à lui, mais qui je pense, ne réussiraient pas aussi bien en Europe. Je vais prendre l'exemple de celui qui l'a battu, qui est pour le coup, alors j'aime pas trop les mots surcoté, sous-coté, machin. Je dirais sous-médiatisé. Almiron est l'exemple type du coach sous-médiatisé et pourtant coach fabuleux, mais je suis pas convaincu qu'il soit parfaitement, que son 4-3-3 qui est très sud-américain soit adapté à une équipe européenne. À voir. Mais voilà,
Et puis voilà, je pense que Gallardo est très européen dans sa façon d'être et colle mieux à une politique à l'européenne. Eh bien écoutez, déjà j'ai envie de vous féliciter pour ce débat pas à la française, c'est-à-dire que c'est un débat nickel propre. Alors là je suis épaté, c'est superbe, voilà, c'est concis, c'est parfait, c'est pro. Merci les gars, c'est plus facile à monter aussi. Oui, ma foi très bien, et puis c'est très bien résumé de la part des deux, et j'ai envie de dire qu'au final ce qui est assez rigolo c'est que vous vous écharpez pas mal là-dessus, comme on l'a dit dans notre petite cuisine interne, et au final vous finissez par vous retrouver en faisant vos deux exposés de manière séparée comme ça, puisque au final vos propos se rejoignent, c'est-à-dire à penser que cette hype, que la hype européenne sur Gallardo est forcément un peu biaisée, un peu stupide. Mais en même temps, Nicolas, tu n'as pas tort. On peut pas dire que Gallardo soit surcoté, ou alors, enfin voilà, il y a quand même un énorme travail réalisé avec River. Moi, j'ai envie d'apporter mon petit avis là-dessus, ou plutôt mettre la lumière sur quelque chose. C'est tout simplement de mettre la lumière sur, mettre un petit peu le focus sur le temps la période que représente Gallardo à River. C'est-à-dire qu'il est arrivé, tu vas me le rappeler, en 2014, 13 ouais, 2014. 2014, ça fait donc déjà 3 ans, on va sur la 4e année. C'est énorme en Amérique du Sud. C'est énorme en Amérique du Sud. C'est énorme, et c'est énorme dans un club aussi instable que River ou Boca ou d'autres, voilà, mais que sont les gros Argentins. C'est énorme. Et comme tu l'as rappelé, ce sont toujours des clubs qui sortent des pépites, soit de leur centre de formation, soit après rachat d'autres clubs un peu moins forts argentins. Donc, voilà, c'est des transferts vers l'Europe. Tu as cité Alario, on aurait pu citer Driussi. Enfin, voilà, il en a perdu du beau monde comme ça, Kraneviter, il y a quelques années. Enfin voilà. Donc, il a toujours se refaire, et en effet, il gagne pas tout le temps, toujours, mais d'une part, on peut mettre la lumière sur le travail qu'il a fait sur toute cette période, et comme tu l'as dit, voir ce qu'est redevenu River. C'est-à-dire que quand il reprend River en 2013, il faut rappeler, en 2014, pardon, il faut rappeler qu'il y a quelques années avant ça, bon, ils sont déjà un peu refaits, ça va déjà mieux en 2014, mais enfin, il y a encore, quand il le prend en 2014, 2 ans avant ou 3 ans avant, ils sont encore en seconde division. C'était un monument qui était tombé bien bas, et voilà, River s'est remis à briller de tout son argent. Ouais, non mais je suis d'accord avec ça, et il faut pas oublier, enfin tu vois, il y a aussi un facteur qu'on ne prend pas trop en compte pour l'instant sur cette Copa Libertadores 2017, c'est son calendrier. C'est-à-dire que il y a une réalité qui touche beaucoup plus, je pense, les clubs argentins qui ont beaucoup moins de moyens, par exemple, que les Brésiliens, même s'ils sont touchés aussi. Et bon, alors je parle pas des autres parce que les autres, ils sont encore plus touchés que ça, mais le calendrier a fait que le River qui a débuté la Libertadores n'a pas grand-chose à voir avec le River qui l'a terminé. Alors Gallardo est habitué à, tu l'as dit, construire. Et ça, c'est la coutume en Amérique du Sud. On passe son temps à reconstruire tous les 6 mois, on repart à zéro. Et lui a toujours su le faire. Le fait est que là, il s'est retrouvé avec une équipe totalement chamboulée, je pense surtout offensivement, pour aborder les 8e de finale. Alors, il s'en est sorti. Et c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire que quand il fait venir Skoko, enfin, on passe du jour au lendemain, en 24 heures, tu passes d'un duo Alario Driussi à Skoko Santos Borré. Aucun automatisme, aucune habitude de jouer ensemble, et tu te retrouves à jouer en Libertadores contre Guarani au Paraguay. C'est très compliqué. Donc il y a cette réalité-là, et le fait est qu'il arrive tout de même quand même à amener River. Après, le scénario fait que, mais il faut garder cette réalité-là. Et l'autre force, et ce qui montre aussi la force de Gallardo, je le disais, l'ADN de River, c'est surtout du point de vue national. C'est le club le plus titré en Argentine en termes de titres nationaux. Et il a toujours réussi à faire passer la pilule auprès des supporters, de dire, attendez, cette fois-ci, parce que tu le disais, Pierre, River n'a jamais été champion. Ils ont été en course. Hein. Le dernier tournoi, ça se joue à un match. Hein. Il y a un match qu'ils ratent. S'ils gagnent ce match-là, ils peuvent emmerder Boca jusqu'au bout. Enfin, ils peuvent revenir à un point de Boca. Bref. Mais il a réussi à faire passer la pilule en disant, on va pas prioriser le championnat, on va jouer les compétitions continentales. Le nombre de matchs où il a mis les U20 en championnat, je te jure, c'est effrayant. Hein. On peut en faire la liste. Hein. Il y a eu des matchs où c'était vraiment les U20 qui jouaient. Donc forcément, dans ces conditions, tu peux pas espérer aller chercher des titres. Très
Très bien, très bien. Bah écoute, on va clore le chapitre Gachaldo là-dessus. Je suis désolé, Pierre. On va enchaîner, puisqu'en plus, je sais que tu as des impératifs après l'enregistrement de ce podcast. C'est pas faux. On doit avancer. Alors passons à la seconde demi-finale qui opposait donc les Brésiliens du Grêmio Porto Alegre au sud du Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul, limitrophe, à ma foi, de l'Argentine et de l'Uruguay. Et les Brésiliens étaient donc opposés aux Équatoriens du Barcelona de Guayaquil. Alors jusque-là, El Coloso, puisque c'est le surnom du Barcelona, avait surpris son monde quasiment à chaque fois, en sortant de gros Brésiliens, comme Palmeiras et Santos. Alors, moi, ma question, puisque je le rappelle, dès le match aller, Grêmio a battu à Guayaquil le Barcelona par 3-0. Est-ce que ce ne serait pas justement cet effet de surprise qui leur a fait défaut cette fois-ci, c'est-à-dire face à un Grêmio qui, contrairement à ses compatriotes, à Palmeiras et Santos, est arrivé en les prenant au sérieux d'entrée de jeu. Est-ce que c'est pas ça qui leur a coûté très cher aux Équatoriens? Je pense pas, parce que à un moment donné, quand tu tapes Palmeiras déjà dès les huitièmes, tu sais que Santos qui arrive derrière, il va se dire merde, cette équipe, elle a sorti le champion en titre du Brésil, c'est que c'est pas l'équipe du coin. Barcelona, tu l'as dit, c'est l'équipe surprise. Ça fait deux années de suite que l'Équateur envoie une équipe à une équipe surprise qui sort du chapeau. L'année dernière, c'était Independiente del Valle qui est arrivé en finale. Et là, cette année, c'est Barcelona, cette équipe équatorienne. Il n'y a pas de big joueurs, tu n'as pas de joueurs phares, de joueurs stars dans cette équipe. C'est une équipe qui est globalement équilibrée, mais ils ont des bons joueurs de ballon. Et notamment un joueur qu'on connaît bien en Argentine, qui est je ne vais pas dire vétéran, il a à peine la trentaine, il a 31, 32, c'est Damian Diaz, qui est passé par Formea Central, qui est passé par Boca, et c'est lui qui est le point central, qui est l'équilibre du jeu de Barcelona. Donc c'est sur lui que ça a reposé. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui va très vite en contre. Ils étaient dans la même poule, ça m'a fait tilter, c'est qu'ils étaient dans la même poule que l'Atlético Nacional, que colombien, du coup que j'ai regardé avec impatience. Et premier match, c'est Barcelona Atlético Nacional, et j'ai été assez surpris par la capacité qu'avait cette équipe équatorienne en contre, et ils vont très très vite, ils sortent très rapidement et de manière très organisée. Donc il y a eu plusieurs ingrédients comme ça qui ont fait que Barcelona a été une des équipes très chiantes à jouer, une équipe surprise. En plus, ils ont un joueur qui a pas mal claqué, qui est Jonathan Alves, leur buteur, qui a mis 6 buts dans toute cette compétition-là. Donc, je pense que petit à petit, ils ont fait leur nid, comme on dirait, et arrivé là, ils ont joué contre une équipe de Grêmio, dont on va développer après, et où la marche, elle était trop haute, tout simplement, parce que Grêmio, c'est pas n'importe qui, parce que Grêmio, ils ont des joueurs capables de faire la diff, ils en ont notamment 2 capables de faire la diff n'importe quand. Donc voilà, je pense que c'est pas Grêmio qui a pris au sérieux Barcelona ou quoi, c'est juste que la marche, elle était trop haute pour cette équipe, et voilà, à un moment donné, ça passe pas. Et ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que donc pour toi, tout simplement, voilà, Grêmio était beaucoup plus fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Est-ce que tu penses que c'est vraiment Grêmio qui, clairement, a été ils se sont pris le poteau Grêmio dans la tronche, la petite Ferrari du Barcelona, ou est-ce que ce coup-ci, l'effet de surprise n'a pas pris? Est-ce que ils sont tombés, ils n'ont pas pêché le fait d'être tombés face à un Grêmio qui, je le rappelle, les a pris au sérieux, contrairement à Palmeiras et Santos, qui, moi je le pense, pour avoir vu les 2 matchs, pour avoir suivi avec grand intérêt ces 2 matchs, honnêtement ne les a pas pris au sérieux. Ouais, mais je pense que c'est la différence entre Santos et Grêmio, tu vois. Et je suis assez d'accord avec Pierre sur le fait que, faut voir de quoi ils sortent. Barcelona, ils étaient dans ce qu'on appelait le groupe de la mort. Ils sont sortis de ce groupe-là, quoi. Quand tu sors d'un groupe où tu as Palmeiras et l'Atlético Nacional et Estudiantes, si j'ai bonne mémoire. Alors le groupe, c'était Botafogo. Pardon, c'était avec Botafogo et l'Atlético Nacional. Voilà, Botafogo, Estudiantes, voilà, c'est ça. Ils étaient dans un groupe hyper violent déjà à la base. Ils en sont sortis, et ils en sont sortis sans vraiment véritablement trembler. Donc je pense qu'on les prend. Je pense que
À part Santos, les autres les prenaient au sérieux, franchement. Je pense qu'on touche un autre point sur Santos. Et justement, c'est aussi la force de Grêmio. Et je pense que c'est ce qui se dégage sur ce match aller-retour, c'est son intelligence. C'est-à-dire que Grêmio sait gérer les temps dans un match. Ils ont quand même été ultra réalistes à Guayaquil. Ils ont exploité la moindre erreur adverse. Bon, ils ont un joueur exceptionnel. Hein. Pour moi, Louane est vraiment clairement au-dessus. J'allais le dire. Pour moi, il y a un facteur énorme. Enfin, je vais te laisser terminer, mais en effet, le facteur Louan au Grêmio, il est énorme. Il est énorme. Bah, c'est lui qui fait la diff à l'aller, c'est lui qui fait la diff au retour. C'est-à-dire qu'au retour, même quand Barcelona, parce que Barcelona fait une très belle première mi-temps en match retour, on va dire un 2/3 de première mi-temps. Après, une fois que le Grêmio commence à se mettre en route, que le duo Arthur-Louan commence à tourner, c'est compliqué de les bouger. Hein, et je pense que clairement, Louan cette année, encore plus que l'année dernière, Louan est c'est du top 3 des meilleurs joueurs offensifs du continent. Louane vole sur cette Copa Libertadores. Louan. Ouais, je préfère dire Louane, ça je vole. Ah bah oui, mais c'est la prononciation brésilienne, c'est Louan. Ouais, mais c'était pour faire une petite blague avec Louane. Ah, Louane, la chanteuse, ça y est, j'ai compris, c'est ça? Oui, je viens de la voir. On voit les références musicales de Pierre. J'étais déjà parti au Brésil quand elle a été à la mode, donc j'avoue que je suis pas trop familier de cette jeune chanteuse. Ma foi, oui, non, Thibaut, je peux donner mon avis sur ce match. Je pense que c'est, voilà, comme d'habitude, un peu des deux. Je pense qu'en effet, Grêmio, voilà, déjà, va tirer notre chapeau à Barcelona, qui, comme vous l'avez rappelé, a sorti une compétition exceptionnelle, est sorti d'un groupe énorme, comme tu l'as dit, sans trembler, en jouant un très beau football, un football que je qualifierais d'enthousiasmant et de propre. Et a sorti Palmeiras, qui était le champion brésilien en titre, qui au moment où il le sort se cherche un peu. Ça peut-être, c'est peut-être quelque chose qui leur a fait défaut dans leur huitième de finale contre Barcelona. Et puis aussi, moi je pense pour Palmeiras, ne les a peut-être pas totalement pris au sérieux, ou plutôt le retour étant à São Paulo, c'est peut-être vu trop vite qualifié grâce à ce retour à la maison. On rappelle que ce huitième de finale s'est terminé au penalty. Et bon, alors là, pour parler du second match, du second Brésilien éliminé, Santos, donc en quart de finale. Alors là, c'est complètement, il n'y a plus aucun doute. Santos se pensait déjà en demi, c'est clair et net. Ils ont pris les deux matchs par-dessus la jambe et ils l'ont payé très cher. Ils se sont fait éliminer. Mais voilà, d'abord un gros coup de chapeau à ce Barcelona, à son entraîneur, uruguayen, Almada, à son attaquant Jonathan Alves, à Damian Diaz et à tous les autres. Enfin voilà, et à Banguera, un gardien que j'adore, aux couleurs, des derniers à porter la casquette, le gardien de la sélection nationale, et aussi à faire des malaises pour éviter de prendre des faux malaises, pour éviter de prendre des cartes. Et Simon, juste pour Palmeiras, je rajouterais, voilà ce qu'arrive quand tu as Miguel Borja sur le banc et que tu le fais pas rentrer en jeu, tu te retrouves à galérer contre Barcelona et à perdre au pénal. Pour la parenthèse de Miguel Borja, c'est un peu pour la faute est partagée. Je suis d'accord que c'est un attaquant très talentueux, mais il a eu du mal cette année. Tu pouvais pas. On va dire que Willian était titulaire à sa place et Willian méritait 10 fois plus d'être titulaire que Borja à ce moment-là, et presque pendant toute la saison d'ailleurs. Bref. Ouais, il était mais voilà. Juste un truc pour terminer avec Barcelona, un détail tout bête. Dans toute l'histoire de des compétitions continentales de la Libertadores, les équipes équatoriennes, elles ont gagné 4 fois au Brésil. Sur les 4 fois, il y en a 3 cette année pour Barcelona. Voilà. Juste pour préciser le parcours de Barcelona cette année. C'est énorme. Et donc, pour terminer mon propos, voilà, donc ça c'est pour Barcelona, on leur tire le chapeau. Mais de l'autre côté, et c'est pour ça que je dis que c'est aussi que l'effet de surprise n'a pas pris, c'est-à-dire qu'on a une équipe du Grêmio un peu sûre de son fait. Mais sûre de son fait en termes de confiance en soi, pas en termes de se croire plus beau qu'il ne l'est. C'est-à-dire que, et ça on le voit dès la prise en main de l'équipe par Renato Gaúcho l'an passé, en 2016, je sais plus exactement, mais c'est un peu après la mi-championnat, où l'équipe remonte au classement et surtout
atteint la finale de la Copa do Brasil et gagne la finale de la Copa do Brasil contre l'Atlético Mineiro dans une bataille mais tactique. Et en affrontant un vieux coach brésilien, quand je dis vieux coach, c'est un coach expérimenté, qui est Marcelo Oliveira, qui a gagné quand même une Coupe du Brésil l'année, qui avait gagné avant cette finale la Coupe du Brésil avec Palmeiras, qui avait été 2 fois de suite champion du Brésil avec Cruzeiro en 2013 et 2014, donc voilà, c'est pas un kidam. Et Renato Gaúcho, qui est un jeune entraîneur à ce moment-là, qu'il est toujours, a tout simplement mangé tactiquement Marcelo Gaúcho, et on s'est rendu compte à ce moment-là que le Grêmio était devenu une équipe intelligente. Et c'est là où je veux en venir, c'est que contrairement à Palmeiras et Santos, qui manquaient peut-être d'intelligence dans leur manière d'aborder leur rencontre face aux Équatorians, le Grêmio a abordé ce match avec une intelligence rare, et leur jeu est intelligent. Et on a, juste pour parler Brésil rapidement, parce que Renato Gaúcho et ce Grêmio est pour moi le symbole d'une chose au Brésil, c'est un peu un renouveau chez les entraîneurs, qu'on voit par exemple chez Zé Ricardo, chez Jair Ventura, chez Fabio Carri, qui vient de gagner le championnat avec Corinthians. C'est toute une gamme d'entraîneurs qui suivent un petit peu les préceptes du sélectionneur actuel, Tite, qui amène un football pragmatique, mais joueur. C'est-à-dire que c'est un football pragmatique dans lequel on va laisser la part belle à certaines individualités et à certains joueurs créatifs. Et c'est là qu'on en vient à l'explosion cette année, encore plus que les années précédentes, dont de ce grand joueur qui va partir à Moscou dès la fin du championnat, dès cet hiver, qui est Luan, donc le numéro 7 de Grêmio, qui a fait, qui tout simplement, peut-être, allez, je lâche le meilleur joueur offensif du continent actuellement sur ces derniers mois. Et il le doit énormément à Renato Gaúcho et au précepte de cet entraîneur qui, comme je le dis, a une philosophie très proche de celle de Tite, qui a le succès qu'on lui connaît avec la Seleção. Donc voilà, Grêmio est impressionnant cette année en continentalement, et voilà, c'est probablement là que Barcelona a été battu. C'est tout simplement, comme tu le dis, ils sont tombés face à une équipe qui s'est pas laissé avoir, face à un entraîneur qui s'est pas laissé avoir par la petitesse équatorienne supposée face à la grandeur des clubs brésiliens, et qui en plus avait formé une équipe bien plus forte que ce Barcelona de Guayaquil. Simon, je pourrais compléter un petit point en plus. Tu as cité Luan ou Luan, et je pourrais rajouter un autre joueur important pour moi. Il y en a plein. Fernandinho, Ramiro, Arthur. Non, un joueur qui est passé par la Ligue 1. Ah ouais, bon, ouais, vas-y, oui. Lucas Barrios, qui est important pour le Grêmio aussi. Il claque 6 buts, il claque le but en quart de finale contre Botafogo, si mes souvenirs sont bons. Lucas Barrios, c'est pour moi important aussi au Grêmio, non? Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou… On va dire qu'il est important, comme il l'a été dans sa première année avec Palmeiras, où il gagne la Copa do Brasil, justement, avec Marcelo Oliveira, avant de se faire supplanter par Gabriel Jesus, sans deck. L'année d'après. Lucas Barrios, dans cet effectif brésilien, il est important par son talent, parce qu'il a du talent, et par son expérience. Mais soyons clairs, c'est un homme clé dans le vestiaire, mais l'effectif du Grêmio voilà, exactement. L'effectif du Grêmio pouvait s'en passer et a su s'en passer. Quand même en Libertadores, donc sur le terrain, il sert quand même encore, il met le but en quart. Au contraire, c'est censé être le buteur, mais par exemple sur le match retour, c'est pas lui qui est titulaire, c'est Cicero qui est aussi un très bon joueur. Il y a Everton qui a beaucoup joué cette année. Il y a Marcelo Grohe qui est beaucoup plus important dans les buts que Barrios devant, par exemple. La parade de Marcelo Grohe, elle est terrible. Elle est incroyable. Chers auditeurs et chères auditrices, vous foncez directement sur YouTube, regardez la parade du match aller de Marcelo Grohe sur sa ligne. C'est assez impressionnant. Le Gordon Banks, c'est de ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est en ça que Grêmio est hyper dangereux, c'est-à-dire que tu as un homme fort par ligne. C'est la force de cette équipe. Tu l'as superbement dit. Ils ont un coach qui est dans cette nouvelle tendance et qui est capable de mettre en place. Tu l'as dit, tu as employé le mot, mais vraiment c'est le mot pour Grêmio, des équipes intelligentes. Et
ils sont pas qu'intelligents, ils ont aussi du talent sur chaque ligne. Et ces hommes-là se transforment en hommes clés. Voilà, on a parlé de Louan, on a parlé d'Arthur, en gros, Fernandinho. Enfin voilà, ils ont une équipe, Grêmio, vraiment, ils ont une vraie belle équipe. Tout ça basé sur une charnière d'expérience, je tiens à le rappeler parce qu'elle était déjà énorme l'année dernière. C'est la charnière composée du capitaine Pedro Jéromel, qui l'enfant du club, hein, avec sa tête. C'est marrant, c'est un joueur, quand tu le vois comme ça, heureusement qu'il a un maillot de foot parce qu'il a plutôt une tronche à lire des comics et à être tout boutonneux derrière son ordi. Je sais que c'est un énorme cliché, mais ouais, vraiment une tête de geek. Et l'Argentin William Kahneman, je sais plus, c'est William. Walter, excuse-moi. Les William brésiliens, je suis trop perdu dedans. Walter Kahneman, qui avait d'ailleurs gagné la Libertadores en 2014 avec San Lorenzo. Et qui avait été énorme avec San Lorenzo, Voilà. et qui s'était un petit peu perdu au Mexique, si j'ai bonne mémoire. Et qui forme une paire avec Pedro Jéromel qui fonctionne là depuis une grosse année. Là, c'est très costaud avec Marcelo Greux derrière, on l'a dit, le gardien. Enfin, cette équipe n'a pas encore gagné. Et voilà pour cette demi-finale. Hein, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas non plus grand-chose à dire parce que voilà, quoi, Grêmio a tout simplement été plus fort. Et donc on parle beaucoup de Grêmio là, on en dit énormément de bien, mais Grêmio n'a pas encore gagné et Grêmio doit encore affronter Lanús en finale. Donc je dis cette finale, donc Grêmio, c'est pas vraiment une surprise à Lanús qui l'est déjà un petit peu plus. Alors, je rappelle les dates de cette finale en 2 manches, comme d'habitude, en Copa Libertadores. La première, le match aller, aura lieu à Porto Alegre. Donc, ce sera le Grêmio qui recevra le 22 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine au moment où on enregistre. Et le match retour aura lieu le 29. La semaine d'après, 29 novembre, et se jouera donc en Argentine, à Lanús. C'est quelle ville, le club de Lanús? C'est Lanús. C'est Lanús, d'accord. C'est dans le grand Buenos Aires, mais c'est Lanús. D'accord. Une ville créée par un Français qui s'appelait Lanús. D'accord, ma foi. On arrive à éviter les blagues sur Lanús pendant de nombreux podcasts. On va continuer. Ah non, mais c'en est un peu compliqué. Mais elle s'en est pas une, hein. C'était vraiment son nom. Il s'appelait Jean Lanús. Ah non, mais je sais. Voilà. Je sais, mais voilà. Là, si en plus à la base il est français, qui s'appelle Jean Lanús. Ouais, malheureux. Voilà, continuons. Alors si sur le papier on a envie de donner les Brésiliens favoris, hein, c'est clair et net vu comme on l'a expliqué. Enfin en tout cas c'est le cas pour ma part, hein. Moi je les vois favoris. Les Argentins ont quand même un immense avantage, c'est de recevoir au retour. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi, je te suis. Pour moi, Grêmio favori de cette finale. En plus, tu as un facteur pour Lanús qui est que c'est la première fois qu'ils vont en finale du Libertadores. Tu auras peut-être un petit peu d'appréhension et voilà. Après, si Grêmio est à son niveau, si tu as Louan, Barrios, Arthur, etc. qui font le taf, je pense que pour Grêmio ça devrait passer et il devrait même boucler l'affaire. Je pense dès le match aller il devrait avoir un petit matelas. Et le seul facteur qui pourrait sauver Lanús c'est Sand évidemment et puis faudrait être mason pour le laisser tout seul. On a vu les dégâts qu'il pouvait faire. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je pondérerais un petit peu, attention à justement ne pas trop résumer Lanús à uniquement Pepe Sand, qui est essentiel, mais il y a une philosophie de jeu du côté de Lanús qui est toujours la même depuis qu'Almiron est là. C'est une équipe qui joue extrêmement bien au ballon. Collectivement, c'est assez impressionnant. Il y a des phases de possession assez monstrueuses. Ils l'ont fait contre River. Ils l'ont fait probablement dans cette Libertadores leur match référence dans ce domaine-là national en Uruguay, où il y a des séquences, le but qu'ils mettent arrive après une séquence de 3 minutes de possession, mais vraiment 3 minutes, l'adversaire ne touche pas la balle. C'est une équipe hyper équilibrée, c'est un 4-3-3 immuable, mais alors on parle d'intelligence côté Grêmio, mais alors si on doit utiliser un mot pour Lanús, c'est équilibre. C'est une équipe extrêmement bien équilibrée entre une défense solide et offensivement, ça joue vraiment bien au ballon, vraiment. Franchement, j'ai du mal à dégager un favori. Je pense que quand tu es en finale, ce qui fait la différence, ça peut être l'intelligence. Et là, justement, du coup, ça ferait pencher en faveur de Grêmio. Je ne peux pas penser que Lanús se mette dans un stress particulier parce que c'est une finale ou machin. Voilà, je pense pas. Pour moi, c'est quand même très équilibré comme finale, très équilibré, mais voilà.
voilà, si je dois choisir, si on doit jouer au niveau des pronostics, je pense que l'intelligence, plus que l'expérience, parce que Grêmio, c'est pas non plus une grande expérience, hein, ce groupe-là au niveau continental. Et ça fait un moment que Grêmio n'était pas revenu à ce niveau-là sur le continent. Je pense que ça va se jouer peut-être un peu plus à l'intelligence. Ouais. Grêmio, je crois que d'ailleurs la dernière, je crois qu'on va vérifier, mais on vérifiera. Mais en tout cas, Grêmio, il me semble, gagne une Libertadores dans les années 90 avec Felipe Scolari en tant qu'entraîneur. Je crois même que c'est les débuts de Felipe Scolari. Et avec un certain Djalminha en numéro 10. Incroyable. Je me souviens de Djalminha, du Deportivo, du Deport, du Super Deport. Non, mais voilà, mais je pense que ça risque. Si ça doit se jouer, ça se joue toujours. C'est des clichés de dire que ça se joue à des détails, mais justement, l'intelligence devrait faire pencher cette capacité à être intelligent peut faire pencher la balance en faveur de Grêmio, qui, on l'a dit, sait gérer les temps forts et les temps faibles. Simon, est-ce que mais après, tu peux mettre un petit tacle compliqué. Si tu veux mettre un tacle, je t'en prie, mais un tacle. Mais parce que du coup, je pense que je vais changer mon pronostic parce que si Nico dit que la balance, je pense, du côté de Grêmio, c'est que ça y est, on connaît le vainqueur de la Libertadores, c'est Lanús. Non, l'autre. Non, mais c'est bon, je vois il a raison, il maîtrise l'effet Nico. Dès que j'annonce un truc, vraiment, si je l'annonce en public, c'est mort. Enfin, quoique. Mais non, oui. Bref. Non, mais ça marchera plus du coup. Enfin, non, mais de toute façon, le jeu des statistiques, comme on l'a dit, voilà, moi, pour donner mon propre avis, là, je pense que c'est très équilibré. C'est une finale, au final, très équilibrée. Justement du fait que Grêmio est supérieur dans le potentiel, mais que Lanús n'est pas à prendre à la légère, n'est pas une équipe à prendre à la légère. On l'a expliqué avec River, et reçoit au retour. Et ça, c'est pour moi en Amérique latine, c'est quand même un avantage indéniable. Quand tu reçois en finale et que ton stade devient un chaudron, un volcan, enfin voilà, ça peut devenir ça devient rapidement l'enfer pour les autres équipes. Et en plus, comme tu l'as dit, si ce groupe de Grêmio a une grosse expérience depuis un an avec le même coach, voilà, c'est pas un groupe qui a une grosse expérience sur le plan continental. En effet, je pense que c'est fortement équilibré et j'ai vraiment hâte d'ailleurs d'assister à ces deux finales. Pierre, un dernier mot avant de se quitter. Le facteur Lanús reçoit au retour. Grêmio a montré que dans un stade qui était chaud quand même, parce qu'à Guayaquil, c'est pas les pitres. Grêmio, ils ont mis la clim rapidement. La demi-finale allait et bim, 3-0 en Équateur et c'était plié quasiment à 99%. Donc moi, ce facteur-là, je le tempère un peu parce que Grêmio, ils ont montré qu'à l'extérieur, c'était pas n'importe qui et qu'ils pouvaient faire le taf et ils pouvaient faire le taf aussi. Nicolas, un dernier mot. Ouais, un dernier mot. Je pense que voilà, ça va être extrêmement ouvert. Je suis pas convaincu qu'il y ait de gros écarts sur ces deux matchs. Je suis pas non plus convaincu que le facteur extérieur pèse véritablement au match retour. Pierre l'a très bien dit. Ils ont bien géré ils savent bien gérer Grêmio. Et puis l'ambiance de la Fortaleza n'est pas non plus l'ambiance la plus bouillante d'Argentine. Donc ça va. Voilà, ça aurait été, on parle de l'autre demi-finaliste, ça aurait été une finale au Monumental face à River, ça aurait été différent au niveau ambiance, mais je suis pas sûr que ça inquiète plus que ça Grêmio. Non, ça va être, comme tu disais, assez impatient aussi de voir ces deux finales-là. Très bien, moi j'ai envie de dire, sans parler de pronostics, que je sais déjà qu'on a une grande vedette française qui a déjà choisi son camp. Je pense que c'est Antoine Griezmann qui supportera à fond les Argentins et l'équipe de Lanús, puisqu'il me semble avoir vu que c'est un grand fan de Pepe Sand. Et il me semble avoir vu une vidéo où il joue à Football Manager et où il a l'Olympique de Marseille. Et il a un petit message, je crois que c'est sur le compte YouTube de la FFF, il dit un truc du genre Mitroglou et Germain, je suis vraiment désolé, mais c'est mon capitaine et c'est mon fer de lance, c'est Pepe Sand. Donc voilà, je pense qu'Antoine Griezmann, grand passionné de football d'Amérique latine et surtout d'Uruguay et d'Argentine, a déjà choisi son camp. Ce sera Lanús et l'équipe de Pepe Sand. Messieurs, merci beaucoup. C'est un podcast clair, net et précis. C'était très bien. Je suis très content. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous rappelle que nous sommes disponibles, tout notre contenu est disponible sur iTunes, sur Mixcloud, sur YouTube, sur TuneIn,
que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, les comptes de Lucarne Opposée, bien sûr nos comptes personnels, que l'on vous invite comme d'habitude à échanger avec nous, à nous poser des questions, à nous faire des suggestions. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager nos podcasts et aussi nos articles de Lucarne Opposée. Merci Pedro. Merci Simon et merci à tous. À la prochaine. Merci Nicolas. Merci Simon, merci à tous également, je vais dire la même chose et à la prochaine aussi. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'endroit et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ciao à tous!